Bonjour, bienvenue dans le second module de l'IRCGN dédié à l'évaluation de la force probante des indices. Dans ce second module, 3 objectifs pédagogiques. Le premier consiste à présenter le modèle indiciaire, la manière dont l'indice se présente dans le prisme de l'enquête. Le second objectif pédagogique consiste à présenter quel est le rôle de l'enquêteur et quel est le rôle de l'expert à travers la formulation des hypothèses d'enquête et l'examen des résultats. Et le troisième objectif pédagogique consiste à vous présenter les 3 principes fondamentaux de l'approche bayésienne, les 3 principes fondamentaux qui gouvernent pour l'évaluation de la force probante. Le modèle indiciaire a été posé en 2001 par Hinman et Rudin et propose 6 étapes dans le processus criminalistique. Nous avons tout d'abord l'événement en soi qui constitue le crime et que nous allons représenter ici de cette manière avec une barre qui représente la production des traces. 2 étapes sont préalables à la production des traces. La première est celle qui est connue sous le nom du transfert, du principe du transfert de l'OCAR, qui suppose que selon l'intensité de l'action criminelle, l'auteur du crime va laisser quelque chose de lui sur la scène et il va emporter avec lui quelque chose de la scène. Cet échange est donc croisé. Mais préalablement, il y a un principe qui est antérieur au transfert, qui est la divisibilité. Celui-ci suppose que pour être arraché à sa source, la matière doit avoir reçu une force physique suffisante. Ainsi, de cette manière, cette barre représentant la production des traces, il y a là préalablement la phase de transfert des traces entre la scène et son auteur. Et préalablement au transfert, vous avez la divisibilité qui suppose qu'une énergie suffisante a été appliquée à la matière, à la source, pour produire la trace. À la suite de la production des traces, dans la phase des constatations, restent 4 étapes. La première est constituée par l'identification. L'identification va être la phase lors de laquelle l'agent va arriver sur la scène et va inférer sur un élément comme étant potentiellement relié au crime. Cette phase d'identification vient dans le sens de l'agent vers la scène, lors de laquelle il va également être procédé à la 4e phase, simultanément, qui est celle de classification. Donc vous avez ici l'identification, qui est une phase de perception de la trace, et ici celle de classification, c'est-à-dire attribuer à la trace un maximum de caractéristiques physiques, chimiques, biologiques. Il reste 2 étapes. Une fois que la trace a été produite, identifiée, et qu'elle a été l'objet d'assignation de caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, à l'associer à une source, puis à la replacer dans un processus dynamique, celui de la commission de l'infraction. Ce sont les phases qu'on appelle d'association et de reconstruction. À l'issue de la classification, la phase d'association avec une source et la dernière phase qui est celle de la reconstruction qui consiste à replacer la trace dans le schéma de la commission des faits. L'expert et l'enquêteur ont des rôles très différents dans ce schéma-là, à travers ces schémas-là. L'enquêteur, lui, va tenter d'élaborer des hypothèses d'enquête, mais qui vont dépasser la seule trace. Elles vont prendre en compte des éléments tels que la victimologie, l'attitude du suspect, autant d'éléments que l'expert en sciences forensiques n'a pas à étudier. L'expert, lui, va étudier les résultats, il va étudier la trace. De cette manière, on peut observer que l'expert et l'enquêteur vont travailler à rebours du temps. Ils vont travailler à rebours du temps, mais dans des schémas différents. L'expert pour évaluer de quelle manière la trace peut provenir d'une source suspectée ou d'une autre source, et l'hypothèse d'enquête, elle, pour évaluer les différents scénarios de la commission des faits. La différence peut sembler subtile, mais elle est vraiment très importante et elle est au cœur du processus d'interprétation en sciences forensiques. Pour la raison suivante, les hypothèses d'enquête constituent des hypothèses, des éléments qui ne sont pas ancrés dans la réalité à ce stade, qui sont simplement
les propositions qui peuvent expliquer les résultats observés. De l'autre côté, l'expert, lui, doit évaluer la probabilité, la plausibilité avec laquelle on peut retrouver tel résultat analytique selon si on suppose vraie l'hypothèse à charge ou l'hypothèse à décharge. C'est le premier principe fondamental de l'évaluation de la force probante. Le premier principe fondamental de l'évaluation de la force probante constitue donc de prendre un jeu de deux propositions. La proposition à charge qui va être notée HP et la proposition à décharge qui sera notée HD. Ces deux propositions doivent être absolument explicites. Le second principe fondamental est que l'expert va évaluer les résultats qui seront dans la suite des modules notés E pour evidence, qui est un faux ami en anglais, mais ici permettra de représenter les résultats. Le rôle de l'expert, c'est d'évaluer la probabilité des résultats. Quelle est la probabilité d'observer les résultats sous l'une ou l'autre des propositions? Quelle est la probabilité d'observer E si HP est vrai? Et la deuxième probabilité, la probabilité d'observer les résultats si l'hypothèse HD est vraie, l'hypothèse de la défense. Lors du premier module, lorsque nous avions vu la définition de la preuve, nous avons vu qu'elle est reliée à l'article 427 du Code de procédure pénale, dans lequel il est mentionné que la preuve doit être discutée de manière contradictoire devant le juge. Ici, ce processus permet de prendre en compte à la fois la proposition à charge et à la fois la proposition à décharge. Le troisième principe fondamental consiste à tenir compte du contexte. Le contexte matériel relatif à la commission des faits a une importance fondamentale. Les habitudes du suspect, les habitudes de la victime, l'intervention des secours ou des primo-intervenants sont autant d'éléments qui sont susceptibles de modifier les résultats et d'avoir une influence sur la probabilité d'observer les résultats sous l'hypothèse à charge ou l'hypothèse de la défense. Le contexte doit être pris en compte pour que l'évaluation de la force probante de la trace soit correcte. Le rapport de vraisemblance est le rapport de ces deux probabilités. C'est le rapport par lequel nous allons comparer la probabilité d'observer les résultats sous la proposition à charge par rapport à la probabilité d'observer les résultats sous la proposition de la défense. Il s'agit d'un indicateur robuste de la force probante qui se notera LR pour likelihood ratio, rapport de vraisemblance en anglais, qui consiste donc au ratio de ces deux probabilités. Les trois principes fondamentaux de l'évaluation de la force probante sont donc les suivants. De prendre un jeu de propositions alternatives explicites. Le second consiste à ce que l'expert évalue la probabilité des résultats sous chacune de ces propositions, proposition à charge, proposition à décharge. Et le troisième principe consiste à tenir compte du contexte, le contexte matériel qui est susceptible d'avoir une influence sur les résultats.